Yo, what's up? Radio Cards, the best radio station of the campus. Radio Cards. Radio Cards. It's cards only. Givre, goutte, bulle, vague, flocon, brouillard, verglas, pluie, bruine, neige, jet, gouttelette, flaque, glace. Nous avons tellement de mots pour décrire l'eau, sous toutes ses formes. L'eau, c'est notre source de vie, mais aussi une source d'inspiration pour les artistes, que ce soit dans la peinture, les installations, l'architecture, la littérature, les films, la musique, ou encore dans les beaux discours. Bonjour à tous, je m'appelle Amélie, et je fais partie de la liste Draw the Cards sous le nom du magicien. Et aujourd'hui, pour cette Radio Cards, j'aimerais vous parler de l'art et de l'eau. Alors, pourquoi l'eau est un élément intéressant ? Tout d'abord parce que c'est un matériau qui a de nombreuses formes différentes, ce qui nous permet de réellement jouer avec toutes ses facettes. Autant donc sous son aspect liquide que sous son aspect de glace, de brouillard et de tous les autres aspects que j'ai nommés un peu plus haut. De plus, l'eau est un matériel qu'on peut mettre en mouvement, ce qui n'est pas le cas de tous les autres. Et on peut vraiment donc s'amuser avec des rideaux d'eau, des fontaines, des miroirs d'eau, des bulles de savon, des gouttelettes, des tuyaux. Et ça, moi je trouve que c'est vraiment très inspirant quand on réfléchit à des installations muséales. Et puis cela peut vous paraître évident, mais l'eau est transparente. Donc on peut faire passer de la lumière au travers, ce qui nous permet de jouer avec les ombres, les gouttes, mais aussi avec des jeux de lumière. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut la teinter avec des colorants. À partir de là, on peut vraiment imaginer plein d'installations différentes, mais d'œuvres d'art différentes. On peut laisser couler l'eau sur des toiles, on peut asperger des toiles, on peut simplement faire tomber des petites gouttelettes. On peut jouer avec la peinture, mais on peut jouer avec toutes sortes d'installations. Et je vais vous présenter un artiste, tout d'abord, donc un premier artiste qui s'appelle Olafur Eliasson. Donc c'est un de mes artistes préférés. C'est un artiste danois qui considère que... Alors déjà, c'est quelqu'un qui considère que le questionnement, le processus de création, le cheminement des idées est plus intéressant que la production finale elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est pas forcément le tableau qu'on a devant ses yeux, dans son unité, dans sa finalité, mais plutôt de se dire comment l'artiste a eu cette idée de peindre ça et comment est-ce que, quelle inspiration, quelle source d'inspiration, quel cheminement mental il a fait pour arriver là. Et ça, je pense que c'est très important. Et donc, lui, il travaille pas seul. Il travaille avec un studio composé de 90 personnes, dont des architectes, des plasticiens, des historiens de l'art, avec qui il collabore. Et en fait, ça lui permet d'avoir une marge de manœuvre énorme par rapport à d'autres artistes, parce que là, il a vraiment une espèce de... Bon, alors usine, c'est peut-être un peu trop fort, mais une espèce, oui, d'usine à créer des œuvres d'art sous la main, avec énormément de matériel, de moyens, de techniques, de personnes qui l'aident dans ces projets. Et donc, ça lui permet d'avoir vraiment une production d'œuvres d'art qui est assez impressionnante. Et ça lui permet d'élargir vraiment ses moyens et donc de repousser encore les limites de ce qui a déjà été fait. Et donc il aime donc ce studio et lui-même personnellement, il aime beaucoup jouer avec les éléments naturels, que ce soit la lumière, la pierre, l'eau. On retrouve vraiment cet aspect de retour à la nature, mais surtout, oui, il aime beaucoup jouer avec la lumière. Moi, je vais vous parler donc de ces œuvres qui sont en rapport avec l'eau. Alors, donc, en 2015, il a fait une horloge symbolisant le temps qui presse à l'aide de 100 tonnes de glace, ce qui correspond à la quantité de glace qui fond chaque centième de seconde dans le monde pour dénoncer l'inaction face au dérèglement climatique. Donc cette horloge donc ces 100 tonnes de glace étaient séparées en 12 blocs, donc représentant les 12 chiffres du cadran de l'horloge.
et il a appelé ça Ice Watch. Il l'a placé devant le Panthéon à Paris durant la COP 21. Et donc, en fait, le but c'était que ces blocs fondent et en même temps qu'ils allaient fondre, en fait, ça allait rappeler la fonte de la banquise et donc alerter durant la COP 21. Peut-être que vous avez pu l'observer vous-même si vous étiez à Paris à ce moment-là. Et d'où viennent ces blocs de glace? Ils viennent de morceaux de glacier qui ont été repêchés par bateau. Donc, il fait souvent des expéditions en fait avec les marins danois qui vont dans les eaux autour du Groenland. Et donc il ramène de la glace donc de la glace de blocs détachés des glaciers pour son atelier et pour réaliser des œuvres. Toujours dans l'idée de l'eau, il a réalisé une rivière à l'intérieur d'un musée au Danemark où les visiteurs pouvaient se promener au milieu de rochers, toucher l'eau, jouer avec les cailloux. Donc c'était vraiment une œuvre interactive et ludique, mais c'était aussi pour alerter sur l'urgence. Est-ce que nos rivières seront un jour un simple souvenir et est-ce que on les conservera dans un musée et on ne pourra plus trouver que des rivières recréées, artificielles. Donc ça, je pense que ça nous fait vraiment réfléchir et ça a un côté angoissant aussi, même si l'installation en elle-même était vraiment ludique. Et je vous conseille d'aller voir des photos. Une des œuvres que j'ai découvertes très récemment de Olafur Eliasson, c'est une série d'aquarelles qu'il a réalisée en fait en posant des morceaux de glace, donc toujours qu'il est allé pêcher vers le Groenland. En fait, qu'il a laissé fondre sur les toiles d'aquarelle, donc il a posé des couleurs d'aquarelle et ensuite il a posé le morceau de glace au-dessus. Et en fait, en fondant, ça a dispersé les couleurs et ça en fait, il a mis, alors je suppose, un scotch ou quelque chose autour pour que ça fasse une forme ronde, donc pour arrêter la, la diffusion de l'eau et des couleurs dans le papier. En fait, on a vraiment un cercle parfait avec ces formes d'aquarelle qui tournent. Et donc, il a appelé ça Glacial Currents. Ça date de 2018. Et il a fait beaucoup de choses avec des ronds, notamment la Motional City Map. Je vous conseille d'aller voir tout ça si ça vous intéresse. Il y a des belles séries d'aquarelles. Et je pense que ça peut être intéressant aussi de faire ça à la maison. Alors, j'ai pas encore essayé, mais j'aimerais vraiment essayer de faire ça avec des glaçons pour voir si et essayer de comprendre comment il a fait pour avoir ce cercle parfait, pour essayer de voir cette dispersion au fur et à mesure que la glace fond, ça doit être assez intéressant. Mais là, ce qui lui est impressionnant, c'est que bien sûr, c'était des morceaux de glacier qui étaient au Groenland depuis des milliers d'années. Avec l'eau, il a aussi fait des installations plus de type fontaine, donc notamment une grande tour dans les jardins de Versailles, qui en fait a l'air d'un espèce de robot qui sort et qui sort un peu d'un film d'extraterrestre, moi je trouve. Vous pourrez aller voir. Et donc il y a une sorte de grosse bouche qui crache de l'eau. Et il a aussi fait une fontaine inversée. Alors ça m'a beaucoup plu, donc vous irez voir. Donc c'est une fontaine, mais qui coule à l'envers, et qu'il a appelée Reverse Fountain. Alors, je peux pas vous faire la liste de toutes ces œuvres parce que déjà je pense que ce serait un peu ennuyant puisque vous ne les voyez pas, vous ne les avez pas sous les yeux. Mais ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller sur son site internet qui s'appelle Studio Olafur Eliasson. Et là, vous pourrez cliquer sur le petit glaçon qui se balade avec vous. Et en fait, quand vous cliquez sur ce glaçon, vous arrivez sur un portail en 3 dimensions où il y a toutes ces œuvres et vous pouvez vous balader avec les flèches de votre clavier en avant, en arrière, au milieu de ces œuvres et cliquer sur les thèmes qui vous intéressent. Donc il y a la lumière, l'eau, enfin voilà, vous allez voir, c'est un site super. Attention, parfois il y a des trous noirs cachés dans l'espace 3D, donc parfois vous pouvez vous faire aspirer par les trous noirs. Ne vous inquiétez pas, on peut en ressortir, mais ce site est vraiment extrêmement bien fait, donc je vous conseille d'aller le voir. Donc j'espère que ça vous aura donné envie d'en apprendre plus sur lui et sur le studio. Et peut-être qu'après le confinement, vous aurez la possibilité de vous rendre à l'une de ses expositions parce qu'il expose beaucoup.
Et si jamais vous aimez bien aussi les formes géométriques, il y a beaucoup ça chez Olafur Eliasson, des formes géométriques, vraiment parce qu'il travaille beaucoup avec des architectes, donc il y a vraiment cet aspect de géométrie d'architecture qu'on retrouve dans ses œuvres. Il a notamment fait des lustres un peu en kaléidoscope, des labyrinthes avec des panneaux de verre de couleurs différentes. Enfin, je vous invite à aller voir ça. Le coucher de soleil aussi au Modern Tate. Il a recréé un coucher de soleil à l'intérieur du musée qui était assez impressionnant. Voilà. Donc allez voir cet artiste. Pour rester dans le thème de l'eau, je voulais vous parler d'un autre artiste qui s'appelle Bill Viola. Donc c'est un artiste américain qui utilise notamment des techniques numériques. Quand on va voir ses œuvres, c'est en fait un peu comme des panneaux publicitaires avec des vidéos à l'intérieur, mais c'est des vidéos qui sont mises au ralenti. Et donc en fait, par exemple, on peut voir une vidéo d'un groupe de personnes qui est soudainement assailli par des jets d'eau très puissants, et on les voit petit à petit tomber au sol. Donc on voit toute leur expression de visage, de membres, qui en fait sont donc aspergés par l'eau, et qui tombent progressivement au sol dû à l'intensité du jet. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que en tant que visiteur, on peut pas voir la vidéo en entier parce que les vidéos sont trop longues, parfois elles font plus de 3 heures. Donc on ne va pas rester 3 heures devant l'écran, enfin sauf si vous avez vraiment la patience de rester 3 heures, mais moi je n'ai pas la patience de faire ça. Donc en fait à chaque fois qu'on passe, on ne voit qu'une fraction en fait de cette vidéo. Donc chaque visiteur voit seulement une petite fraction de l'œuvre en entier. Et donc ça rejoint un petit peu Olafur Eliasson dans cette idée que l'œuvre n'est pas ce qu'on cherche, c'est pas l'œuvre dans son entièreté, mais plutôt l'imagination du spectateur. C'est-à-dire que nous, on s'imagine la suite de la vidéo, et si on arrive au milieu de la vidéo, on s'imagine ce qui a pu se passer avant. Et pareil, si on arrive à la fin, pourquoi est-ce que ces gens sont par terre, assaillis d'eau? Bon, on imagine que au début, ils devaient être debout, et qu'ensuite, ils ont eu le jet d'eau qui les a fait tomber. Donc en fait, ce qu'ils cherchent, Bill Viola, c'est aussi notre imagination, et donc notre cheminement mental, et comment euh, on va s'interroger en fait sur le résultat de cette œuvre ou sur son début, donc sur sa création. Et ça en fait ça rejoint totalement ce que Olafur Eliasson disait tout à l'heure. Parce que finalement on ne verra pas la vidéo en entier, qu'on ne verra pas l'œuvre en entier, mais c'est pas le but. Et ça c'est assez intéressant. Alors pourquoi est-ce qu'il fait beaucoup d'œuvres avec de l'eau? Bill Viola, c'est parce que quand il était petit, il a manqué de se noyer. Et donc en fait, c'est un événement qui l'a énormément marqué, qui continue à marquer ses œuvres aujourd'hui. Il y a des œuvres un petit peu plus angoissantes. Je pense notamment à une œuvre où on voit une jeune fille en fait sous l'eau, où on voit son visage très pâle. Et en fait, elle dort et il a superposé en fait deux vidéos d'une petite fille qui dort et euh, et du coup d'un filtre d'eau. Ce plan est un filtre d'eau et en fait ce plan est assez angoissant. Vous pourrez le trouver assez facilement, donc vous pouvez aller sur le site de Bill Viola pour voir ça. Il joue aussi beaucoup avec les éléments, le feu, l'eau. Bon, il y a certaines œuvres que j'aime pas trop, qui me parlent pas trop, mais celle du jet d'eau est, je trouve, excellente et à aller voir si vous avez l'occasion. Je vous ai parlé d'installations et d'artistes qui font des installations avec l'eau. Et maintenant, j'aimerais vous parler d'architecture. Alors moi, quand je me suis posé la question de l'eau, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu connais comme pièces architecturales qui te font penser, enfin, qui utilisent de l'eau, qui sont en rapport avec l'eau. Alors j'ai d'abord pensé au miroir d'eau de Bordeaux, qui est construit par l'architecte, enfin le fontainier Jean Max. Et donc en fait, cette pièce d'architecture est vraiment excellente. Déjà parce que c'est le plus grand miroir d'eau du monde, avec 3450 mètres cubes, enfin mètres carrés pardon, de surface et 800 mètres cubes d'eau en dessous. Donc c'est impressionnant. Et en fait, en plus c'est une fontaine qui est très ludique, puisqu'elle est en interaction directe avec le public, qui peut librement déambuler sur sa surface. Et en plus, elle est esthétiquement très réussie, je trouve. Donc c'est un bon exemple d'une architecture avec de l'eau.
Ensuite, la deuxième idée qui m'est venue, c'est le musée des sciences de Valence, qui est un véritable petit bijou d'architecture. Bon, moi, je ne l'ai vu qu'en photo malheureusement, mais j'aimerais bien pouvoir l'admirer en vrai un jour. C'est un travail impressionnant qui a été conçu par l'architecte Santiago Calatrava, connu aussi pour avoir conçu la nouvelle gare du World Trade Center à New York, qui s'appelle Oculus. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà passés dans cette gare. Et donc cet architecte, en fait, a fait ce musée des sciences de Valence, qui est composé notamment d'un dôme blanc, qui est en fait un cinéma et qui semble un animal marin sortant tranquillement, son dos du plan d'eau calme et glissant. Et donc c'est vraiment du blanc avec ses plans d'eau bleue. Euh, c'est c'est assez magnifique, je trouve, très moderne. euh, et je vous conseille d'aller voir au moins une photo sur internet parce que c'est vraiment impressionnant comme musée. Et puis peut-être que ça vous donnera envie d'aller le visiter. Peut-être qu'un jour vous irez le visiter. Et vous penserez à Santiago Calatrava, cet architecte qui a conçu ça. Alors, moi je ne peux pas vous parler de l'eau sans vous parler de la ville où j'ai grandi, donc de Stockholm. Donc je suis obligée de vous faire part de petits souvenirs personnels. Alors déjà, l'art avec de l'eau à Stockholm, on a le Moderna Museet, donc le musée moderne, qui est sur Sjöpolmen et qui est entouré de parcs en fait où il y a des sculptures avec des fontaines qui sont réalisées par Jean Tigely et Nikit Saint-Phal en 1966 et qu'ils ont appelé Paradis 7, le paradis. Donc ils ont tous les deux des styles très différents, pas forcément très harmonieux, mais qui par leur différence justement accentue en fait ce contraste entre les machines de fer très froides, très fines, avec des rouages, des mécanismes presque angoissantes, qui représentent donc le progrès, la modernité, faite par Tingeli, et les courbes harmonieuses, avec le volume, les formes rondes, chaleureuses, les couleurs chatoyantes des statues de Nikit Saint-Phal. Et ça donne vraiment un contraste intéressant. Vous pouvez aller voir les photos. On dirait que... En fait, on comprend pas trop l'association, mais justement, ça contraste vraiment, et je pense que c'est peut-être là pour dénoncer un petit peu l'horreur de la modernité, des machines, et, de cette froideur du fer comparé aux sculptures de Nikit Saint-Phal. Vous pourrez aller voir et vous ferez votre propre avis. Et donc ils utilisent aussi des fontaines avec des jets d'eau. En fait, les petites machines de Jean Tinguely utilisent parfois de l'eau et crachent un peu de l'eau, un peu de chaque côté, des petits rouages, voilà. Et puis la Suède, l'eau, les balades dans l'archipel. Je suis obligée de vous parler d'Ingmar Bergman. Donc Ingmar Bergman, c'est sans doute l'artiste suédois le plus connu mondialement. Donc il est né en 1918 dans une ville nommée Uppsala, au nord de Stockholm, et il est mort sur une île de l'archipel qui s'appelle Fårö en 2007. Donc dans sa vie, il a régi et écrit les scripts d'une soixantaine de films, documentaires et de 170 pièces de théâtre. Il a aussi fait des productions pour la radio et il a écrit plusieurs livres. Il est connu pour être appelé en suédois Demonregisseur, donc le régisseur démoniaque, pour son caractère assez trempé et son dynamisme incessant. Mais pour certains, avec qui l'alchimie passait bien, il pouvait être comme un père. Un de ses films les plus connus s'appelle Fanny och Alexander, qui est sorti en 1982 et qui a gagné en 1984 un Oscar pour le meilleur long métrage international. Il a gagné d'autres Oscars aussi. Je vous encourage à aller le voir, mais c'est pas de ce film que je voudrais vous parler, mais d'un de ses films beaucoup moins connus, sorti en 1953, qui s'appelle Sommaren med Monica, et qui, donc Un été avec Monica, et qui est adapté d'un roman de Per Anders Fogelström. C'est l'histoire de deux jeunes gens qui partent à l'aventure dans l'archipel, qu'on appelle Sjögården en suédois, un été, et qui vivent un amour passionnel au milieu de la mer Baltique, sur les pierres de granit chauffées par le soleil, sur les paysages magiques de l'archipel de Stockholm. Je vous conseille d'aller le voir. Il est vraiment la façon dont sont
filmer les plans avec l'eau, avec le soleil qui se reflète dans l'eau, avec les plans sur le bateau, etc. Pour les années 1953, je pense que c'est assez impressionnant. Vous pouvez vraiment aller voir ce film. Et je pense que c'est là que vous comprendrez pourquoi les Suédois appellent leur deuxième hymne national, ou ils ont un deuxième hymne national, qui est en fait une chanson écrite par Ted Gärdestad, qui s'appelle Sol, vind och vatten, le soleil, le vent et l'eau. Et je crois que ce film illustre extrêmement bien cette chanson. D'ailleurs, je vous invite à aller aussi écouter la chanson. Je pense que vous ne comprendrez pas forcément, sauf pour peut-être les quelques Suédois qui nous écoutent. Mais allez et traduisez les paroles de la chanson, c'est vraiment des très belles paroles. Je n'ai malheureusement pas pu vous la mettre parce que je crois qu'elle n'est pas en libre de droit. Donc je vous laisse aller la découvrir. Pour rester sur le thème de l'eau, je voudrais vous lire un poème que j'aime bien et qui parle de la pluie, que j'ai appris quand j'étais petite et qui m'est resté. Et c'est donc un poème de Paul Verlaine qu'il écrit dans Romance sans parole en 1874 et qui s'intitule Il pleure dans mon cœur. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Ô bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, ô le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. Quoi? Nulle trahison, ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Paul Verlaine. Pour finir, je voudrais vous passer le discours d'Elisa, qui est en rapport direct avec mon thème puisqu'il traite d'une goutte d'eau. Je vous laisse apprécier le discours qu'Elisa a fait à Dijon. On en parle enfin. On en parle enfin de cette traîtresse. Mais si, la goutte d'eau, paresseuse, flemmarde, couarde et lâche, la goutte d'eau est panurgienne, un mouton qui se laisse tondre la laine, en suivant encore et toujours le troupeau. Je vous le dis, c'est la personnification même de la passivité, de l'abandon, de la capitulation. La goutte d'eau, c'est une jeune fille de bonne famille qui n'en a que faire des autres. Elle vit ses journées à admirer son propre reflet. C'est l'élève moyenne qui se lime les ongles au fond de la classe, là, et qui sert toujours la même réponse. « Ah, mais je sais pas, moi !» à quelconque question qu'on lui pose. Quand dans les couloirs de son école, on pointe du doigt une pauvre fille et on rigole, elle fait pareil. Quand durant la semaine, toutes ses amies vont fumer des cigarettes à la pause déjeuner, elle fait pareil. Quand dans les soirées animées, on se moque des pas de danse d'un garçon timide, elle fait pareil. Et puis le soir, elle rentre chez elle et pose entre les quatre murs de sa salle de bain toujours la même question pernicieuse. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. En parfaite goutte d'eau, elle continue ce cycle tous les jours, se laisse emporter, soumise, défaitiste, conquise par l'ouragan de la pression sociale. Pendant la guerre, en bonne goutte d'eau, elle aurait fini en mode collabo à balancer tous les tuyaux. La goutte d'eau est donc une traîtresse sans pareille. Lui faire confiance, c'est aller à volo, courir à sa perte, n'y voir que du bleu, signer son arrêt de mort. Mais, en plus d'être profondément mauvaise, elle est inutile. Comprenez-vous? Laissez-moi vous le dire, vous le raconter. Mettez-vous en situation. Fermez les yeux. 21h54, samedi, Dijon. Une soirée d'appartement. Les étudiants du campus, dont la tolérance à l'alcool est proche de zéro, ça coule de source, sont déjà saouls. Un jeune homme aux joues et aux yeux rouges se tient le ventre, il a trop bu. Son regard glisse sur la table. Là, un verre. Et peut-être, au fond, de l'eau. Animé par une soif sans pareille, l'étudiant se rue, bras tendus, regard enfiévré, cheveux fous, vers ce verre qu'il appelle et rugit son nom. Le voilà, verre dans la main, sourire aux lèvres, ravi à l'idée de pouvoir satisfaire son envie. Il lève son bras, ouvre la bouche, se prépare pour le moment de grâce, et là, une goutte d'eau, une unique goutte d'eau, tombe sur le bout de sa langue. Splash, plouf, ploc. Juste assez pour lui donner envie de plus.
Juste assez pour le laisser sur sa faim, juste assez pour rendre fou. Quel triste portrait, quel médiocre tableau. Mais et si nous faisions tous un pas en arrière pour mieux le regarder, ce tableau? Regardez-le, mais si, allez, regardez-le. Avez-vous compris que vous êtes tombé dans le panneau? Mais si, rendez-vous compte. On nous a fait croire que la goutte d'eau était paresseuse. On nous a fait croire qu'elle était flemmarde et couarde. On nous a fait croire qu'elle était cruelle, sans âme, narcissique, égoïste, mauvaise, qu'avec elle le verre n'était jamais à moitié plein mais toujours vide. Moi, je vous dis que c'est un mensonge. Et la plus grande des menteuses, c'est la goutte d'eau elle-même. Elle porte ce masque mensonger pour mieux se faufiler entre les esprits, les gens et les foules. Elle l'utilise comme une armure pour résister de l'intérieur. L'illusion de la soumission, c'est le vêtement qu'elle enfile au petit matin. La goutte d'eau, c'est la plus grande des combattantes, la plus grande des comédiennes. Et nous, eh bien, on a tous mordu à l'hameçon. La goutte d'eau, c'est l'aqueduc qui fait le pont entre tous nos esprits bouillonnants. Elle parle une langue que l'on connaît tous, liant les nôtres l'une à l'autre. Elle vient nous susurrer des mots doux, de jour comme de nuit. Surtout de nuit. Le soir, au crépuscule d'une soirée étudiante, dans la chambre de deux jeunes amoureux, on se noie dans le regard de l'autre, on retient son souffle, on s'embrasse, on se mélange, on se sent comme un poisson dans l'eau, on se confond pour mieux se fondre, alors on a soif de peau, on se salive à coups de langue. On nage dans la folie des sentiments, en nage les lèvres vibrantes à fleur de peau. Et puis, au moment de grâce, au sommet de l'euphorie, on pose cette question suave, glissante, languissante. Tu mouilles? En bref, la goutte d'eau, c'est l'art de l'amour et l'amour de l'art. La goutte d'eau, c'est le vin bohème de Baudelaire. C'est le nectar des poètes au grand mal-être qui vient se déverser sur leurs belles lettres, qui rend beau leur verre en laine. C'est les fables qui découlent de La Fontaine. La goutte d'eau, c'est la jolie modèle qui pose pour les grands peintres, propose sa forme à leur pinceau, le temps de dessiner un sein, une main, le galbe d'une hanche. La goutte d'eau, c'est le postillon puissant qui sort de la bouche des grands comédiens, c'est la furie des mots, de la tirade du tiraillé, du dialogue des amoureux, du monologue du torturé. Qu'en est-il alors de notre jeune fille de bonne famille, cette parfaite goutte d'eau? Quel chemin a-t-elle pris? Celui offrant le moins de résistance. Elle est au fond de la classe, là, mais elle observe le monde. La vraie résistance, c'est dans sa tête qu'elle se fait. Moi, je vous dis que par son silence, elle prend notre mesure. Elle calcule le moment exact où elle bondira de sa chaise, criera, hurlera, dénoncera les gens qui pointent du doigt, les gens qui se moquent, les gens qui profitent de leur force pour influencer les plus vulnérables. Car je vous le dis, la résistance avant tout, c'est l'art de choisir le bon moment pour se battre. Aujourd'hui, une goutte d'eau. Demain, un ouragan. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cette émission sur l'art et l'eau dans ses grandes lignes. J'espère que cela vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'aller voir les différentes œuvres et artistes que je vous ai présentés. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci d'avoir choisi Radio Cards.